tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 15 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Polkadot. Je remets du coup en jeu Flux contre Rose. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alt également. Et je pense que je retirerai Rose pour mettre un autre altcoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des idées. Je referai un autre versus. Également, je tiens à vous annoncer que j'ai fait un tuto BitGate Futures, levier, etc. Comment bien gérer son risque. Ça sort normalement vendredi. En tout cas, ça a été tourné. Et donc si jamais vous souhaitez vous inscrire sur BitGate via le lien partenaire, ça se passe encore une fois en commentaire épinglé. Le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous pouvez rejoindre BitGate, vous aurez également accès à la formation gratuite, au VIP, et si vous le souhaitez également gratuitement, avoir accès au copy trading, tout ça c'est expliqué juste ici si jamais vous êtes intéressé. Il y a aussi une vidéo qui vous explique tout sur le copy trading, c'est la première vidéo d'accueil de la chaîne YouTube. Alors du coup, pour revenir sur BTC, et je répondrai aussi à la question du jour, j'ai oublié, qui était pourquoi les Monday High et Low sont si importants. Alors, pour revenir sur BTC, donc on a eu les chiffres du CPI hier qui sont positifs, c'est pas des chiffres négatifs, je vais juste remettre les dates correctement, hop. Donc on a eu 2,9, alors est-ce qu'ils sont les chiffres, tac, ils sont ici, ok, 2,9%, c'est sous les estimations qui étaient à 3%, donc le marché américain, lui, le prend plutôt bien quand on compare un peu avec le Nasdaq ici, et le Bitcoin, le Nasdaq, pour le coup, eux, ils finissent avec une journée dans le vert, et nous, du côté du Bitcoin, journée dans le rouge, donc les intérêts probablement sont pas les mêmes, il y a probablement plus d'intérêt d'aller au nord du côté du Nasdaq, bon, sachant qu'il y a des gaps quand même qui sont ouverts du côté du Nasdaq encore un peu plus haut, donc je pense eux il y a des volontés d'aller plus haut. Nous pour l'instant du côté du Bitcoin on a un rejet sur le Monday High et du coup ça vient répondre à la question. Alors pourquoi le plus haut de lundi, donc ce qu'on appelle le Monday High, et le Monday Low, donc le plus bas de lundi, sont importants pour répondre à cette question. Pourquoi sont si importants? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, le plus haut du lundi et le plus bas du lundi ne vont pas être le bottom ou le top de la semaine. Ce qui va se passer, c'est qu'au cours du mardi ou du mercredi, très souvent, le prix va aller chasser soit le Monday High, soit le Monday Low, ou les deux, au cours de la semaine, c'est possible. Pourquoi on fait ça? Car éventuellement, les traders de début de semaine qui ont shorté vont mettre leur stop loss au-dessus du plus haut du lundi. Donc par exemple, tous ceux qui ont shorté sur ce mouvement baissier ici, hop, je vais remettre en jaune, ils ont mis leur stop loss où cette semaine? Ici. Et là, c'est pour ça qu'on a une bougie à fort volume qui vient déclencher tous ces endroits stop ici. Si vous regardez au niveau du volume, il y a un volume qui est assez sympa. En tout cas, la bougie ici est vectorielle, ce qui indique qu'elle a beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Et donc, ces vendeurs de début de semaine ont été chassés. Ensuite, le prix a consolidé en attendant le CPI. Et donc, mardi, on a les chiffres du PPI de mémoire. Donc mardi, les chiffres du PPI, ça nous permet d'aller déclencher le Monday High. Ensuite, le prix consolide le mardi et le mercredi, ici, arrive le CPI. Et là, on voit qu'on en avait parlé. Attention, parce qu'on est au-dessus du Monday High. Donc, le prix dit bullish ici. Il y a des chances de faire de la continuation haussière, mais attention, un jour de CPI, le marché est très nerveux et peut balayer dans tous les sens et peut éventuellement invalider les signaux bullish qui ont été donnés. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et le prix en a profité, vous voyez, avant de se retourner. Regardez, ça c'est la bougie du CPI à 8h heure de New York ici, donc les chiffres sont sortis à 8h30. À 8h30, tout pile, on a maintenant la chasse du plus haut de mardi. Alors le plus haut de mardi, il n'a pas forcément de signification, ça reste un point d'intérêt pour le prix. C'est le plus haut d'une journée, donc c'est là où résident des stops. Tous ceux qui ont shorté cette consolidation ont mis leur stop au-dessus de ce sommet, et on voit qu'au niveau du CPI, on est venu taguer ces stops, et là il y a eu un reversal. Et donc le marchand en a profité pour chasser les traders de début de semaine, chasser les stops au-dessus du plus haut de lundi, et là on se dirige vers quoi? On avait identifié, si jamais il y a une réjection au niveau du plus haut de lundi, attention à ce que le marché fasse une réjection pour aller chercher le plus bas de lundi. Et là on s'y dirige. Pour moi, il y a très peu de probabilité de pas aller le chercher ce plus bas de lundi maintenant, parce que tous les traders de début de semaine qui ont long ont leur invalidation sous ce plus bas. Et ça, c'est un intérêt pour le marché d'y aller. Le marché a de l'intérêt d'aller chercher ce plus bas de lundi ici, donc sous les 57 615 $. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention au price action de jour du CPI, parce que le jour de CPI, il se passe il y a énormément de volatilité. Alors sur le Bitcoin hier, si vous avez regardé le price action, vous avez vu que ça a été assez volatile. Ici, hop, en amont du CPI, un rallye qui permet d'aller prendre les stops, et au moment où la news elle sort, des 2,9% ici, bam, vous voyez, 8h30, c'est cette bougie qui est très 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 volumique, qui vient prendre les stops ici, là, prise de stop, reversal. Et on a laissé tous ces lots intacts, et le marché, en fait, une fois qu'il est venu prendre les sommets de la consolidation, il est parti chercher ces lots dans l'autre sens.
Et là, également, tous les lots ici qui ont été maintenus, pareil, cette prise de stop ici a été effectuée, cette prise de stop et cette prise de stop n'ont pas encore été faites. Donc, c'est le prochain objectif, probablement, pour le prix ici, d'aller chercher ce Mandelo. Et c'est ici qu'on pourrait éventuellement finir ce mouvement baissier pour tenter de retourner dans ces niveaux de prix. Donc, en gros, ces niveaux de prix entre 60 700 et 57 600 $. Il faut se méfier des jours de CPI parce que le mouvement d'un jour de CPI peut totalement être invalidé le jour qui suit ou quelques heures après. Des fois, ça arrive qu'on ait bam, gros dump et hop, gros pump et on invalide complètement le mouvement du CPI. En tout cas, généralement, le jour de CPI, l'objectif du marché, c'est d'aller bouffer un maximum de stop et d'exécuter un maximum d'ordre. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. Alors, je repasse ici en horaire. Et donc, encore une fois, comme je dis, il faut se méfier du price action des jours de news écho. Donc là, on a eu 2 d'affilée, mardi, mercredi. Donc mardi, bam, le push, mercredi, le dump. En fait, ce que le prix est en train d'indiquer, c'est que pour l'instant, il a aucune direction. Tout simplement, le prix n'est pas dans une direction franche et ça a l'air de prendre la forme d'un range. On en a parlé, mais un bas de range ici, un haut de range et en attendant de voir quelle direction pourra prendre le prix ici. Quoi qu'il en soit, tous les sommets qu'on est en train de laisser ici, ça c'est une future zone juteuse pour le marché, d'aller déclencher tous les stops qui sont en train de s'accumuler ici. Et également maintenant sous le Mandelo, là ça devient une zone très intéressante et ça m'étonnerait que le prix se retourne ici, mais il y aura de grandes chances d'aller récupérer ces stops. Et si on veut se retourner, après on pourra le faire éventuellement, mais je pense pas que ça se fera avant d'avoir déclenché ces stops sous le plus bas de lundi. Alors maintenant, comme je dis d'un point de vue technique, le fait d'avoir perdu, j'en ai parlé hier, le fait d'avoir perdu cette zone d'inefficience ici, qui plus est vectorielle, donc bougie de fort volume, indique un signal baissier tout simplement. Ok. Hop. Et là, le fait de l'avoir rompu et d'avoir transformé ça avec une inefficience baissière, comment réagit le prix maintenant? Le prix réagit aux inefficiences baissières. C'est-à-dire que perte d'imbalance haussière ici, création d'imbalance baissière ici à fort volume. On voit qu'on a fait une petite mèche réjection. Donc ça, c'est un signal de momentum qui est assez fort. Ici, continuation baissière. Pour l'instant, le marché réagit aux imbalances baissières. Et donc, dans cet état de marché, le rôle du marché, c'est d'aller chercher des sell stops. Et donc, des sell stops, ça se trouve sous ce lot. Ça a été déclenché. Ça se trouvera sous ce lot qui n'a pas encore été déclenché. Et le Mandelo juste ici. Donc, c'est pour ça que l'objectif du prix, là, pour les prochaines heures, c'est probablement les 57 615 $. Pour moi, il y a peu de probabilité de pas aller chercher cette zone de prix maintenant. Quand on prend du recul ici en daily, actuellement, on a déjà parlé, mais tant que cette zone est maintenue, hop, ici, l'objectif est d'aller chercher toujours les 62 800 $. Alors, ce qui pourrait se passer, bien sûr, c'est petite mèche pour prendre le plus bas de lundi, donc ça éventuellement aujourd'hui. S'il y a une belle réjection, ici, par exemple, et qu'on finit dans le vert, là, ça sera un très bon signal pour se dire, OK, on a piégé les traders de début de semaine, on a pris leur stop, maintenant on est prêt à aller dans l'autre sens, à venir récupérer tous ces sommets intacts ici. 1 plus haut daily, 2 plus haut daily, 3 plus haut daily, et de continuer de push le prix dans une phase de retracement. OK? En revanche, si jamais ici on perd cette zone d'inefficience, c'est-à-dire que là on s'installe vraiment sous le plus bas de lundi, à ce moment-là, l'objectif du prix se trouve probablement sous ces 3 lots daily ici. 1, 2, 3. Et donc, ce sera les 53 900 $. On aura également un retest de cette mèche, probablement, qui n'a toujours pas été retravaillé ici. Ça sera un objectif pour le prix, très probablement. J'ai pas plus de choses à dire ici sur BTC. BTC, j'en ai déjà parlé, à combler ses gaps. Ici, sur le CME. Donc, lui, en théorie, bon, là, s'il veut se reverse, il peut le faire en théorie. Après, il y a toujours ce truc de ETH, on va revenir sur Ethereum. Ethereum qui, lui, a fait une petite mèche dans son gap, mais ça, c'est pas un gap comblé, c'est un gap qui est toujours ouvert. Et en termes de points de rejet, personnellement, je verrais bien cette zone-là, 3120, 3240. Je pense que c'est une zone qu'on reverra très bientôt sur Ethereum et que ce sera notre future zone de rejet ici pour, malheureusement, j'en ai déjà parlé, au niveau de la dynamique du prix, enchaîner une continuation baissière ici qui aura pour but d'aller chercher, je pense, le plus bas de 2024, donc sous les 2000 $. Sur Ethereum, je le répète, pour du spot, mettre des buy limits sous 2000, pour moi, ça me semble être assez intéressant dans une optique à 2025, où je pense que de l'Ethereum sous 2000 $, c'est assez cheap quand même, en espérant le revendre facilement au-dessus des 4100, voire des 5000 $ au cours des prochains mois. Mais ça reste toujours un petit peu l'objectif pour moi. Après, ce qu'il faut vérifier également,
Ici, j'en ai déjà parlé, mais en début de semaine, on a eu la prise du sommet weekly. Pour l'instant, ça opère un rejet dans cette zone d'inefficience baissière ici, en weekly. Et en daily, pareil, pour l'instant, on continue de se faire rejeter dans ces inefficiences baissières. Et voilà, on est venu prendre, vous voyez, cette bougie d'impulsion, on est venu prendre son plus haut grâce au CPI, ici. Et donc, à mon avis, l'objectif du prix maintenant, c'est d'aller chercher simplement le plus bas maintenant de cette bougie, ici, là. Donc, ce serait sous les 2503 $, éventuellement. Ok, c'est pas certain, mais au vu de cette bougie de range ici, le fait d'être revenu prendre les stops au nord, maintenant l'objectif du marché pourrait être, une fois qu'on a chassé les vendeurs de cette impulsion, d'aller chasser les acheteurs ici, en revenant sous ce lot. Et à ce moment-là, ça permettra d'aller rebosser ici. Vous voyez, prise du Monday High, bam, réjection. C'est assez baissier ce genre de réjection ici. Imbalance, on fait une petite mèche dedans, on est déjà en train de rejeter. L'objectif du prix, probablement, c'est la contrepartie en face, c'est-à-dire le Monday Low. Monday High chassé, Monday Low ensuite éventuellement sur Ethereum. Ok. Maintenant, j'ai l'impression que ça prend la forme d'un range ici et que ça va prendre cette forme. Alors, je peux totalement me tromper, mais j'ai l'impression, parce que vu le massacre qu'on a eu ici, je sais pas si retourner au sud tout de suite, ce serait intéressant pour le marché. J'ai bel et bien l'impression qu'il faut laisser les open interest se charger, il faut laisser les gens se positionner ici pour d'abord les défoncer au nord et ensuite récupérer tout ce qui est à récupérer au sud. Et je pense qu'on est en train de prendre un petit peu cette forme de consolidation, qu'il y aura une phase de manipulation et ensuite d'expansion baissière. C'est-à-dire en gros, on range, consolidation, les gens short, les gens longs, on défonce les shorts, on va chercher le gap CME, et ensuite on défonce les longues. Consolidation, manipulation, expansion. C'est quelque chose d'assez commun qu'on fait souvent sur les marchés. Par exemple, BTC, la dernière fois qu'il l'a fait, c'était il n'y a pas si longtemps, et on en avait parlé. Je m'en souviens encore, c'était peut-être il y a 1 mois et demi ou 2, en daily. Hein, donc on n'a pas ça tous les jours en daily, mais c'était grosso modo ici là. Vous voyez, consolidation, manipulation, bam, expansion. Et je pense que c'est encore quelque chose comme ça qui va nous attendre, également sur Bitcoin avec consolidation, manipulation, bam, expansion, qui à ce moment-là ira récupérer probablement cette jambe ici qui n'a toujours pas été retravaillée. De 43 000 jusqu'à à peu près 49 000 $. Si le bottom ne s'est pas posé ici, bien évidemment. Éventuellement, le bottom a pu se poser ici autour du premier arrêt, mais au vu de la dynamique du Bitcoin, bon, je pense que ça va mettre du temps à s'inverser. Donc on pourrait spéculer sur éventuellement un nouveau lot au cours des prochains mois, pourquoi pas. Mais je pense qu'avant, ça passera par cette phase de conso, manipulation, expansion. Et je pense que ça sera la même chose sur ETH. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais en weekly sur Bitcoin, ici, vous voyez, ça c'est notre bougie de range sur le BTC. Le marché va probablement rester coincé entre ces deux bornes, et la consolidation, manipulation, ça prendrait cette forme. Conso, bon là, cette bougie, je pense pas que cette semaine, on va aller chercher le plus haut de la semaine dernière. Par exemple, la semaine prochaine, chasse du plus bas et ensuite on va chercher le plus haut et là, bam, réjection, consolidation, manipulation, bam, expansion. Ça, c'est un scénario qui est assez probable au vu de ce qui est en train de dessiner le prix maintenant. Pas plus de choses à dire, même Ethereum, hein, je pense qu'on est bon. Donc ouais, maintenant yeux rivés sur 2505 $ et à voir toujours si cette zone d'inefficience qui a été brisée peut être maintenue sur Ethereum. Mais j'oublie pas le gap, toujours ouvert jusqu'à 3000 $, ces imbalance toujours ouvert sur Ethereum, de l'imbalance également ouverte sur Bitcoin toujours. Elle se voit pas tellement bien, mais bon, elle est là, on l'a noté ici en daily. Vous voyez, il y a toujours de l'imbalance vectorielle, ça pour moi, ça a de grandes chances d'être testé. 66 900 $, je pense qu'on va y revenir incessamment sous peu. Mais encore une fois, comme je le dis, l'idée c'est que même si on y va, hein, ça sera malheureusement pour faire ce genre de prix. Pour l'instant, la dynamique du prix est toujours baissière ici. Je vous avais dit qu'on ferait un point macro et on va le faire pour tout ce qui est récession, etc., etc. Alors, j'attendais les chiffres du CPI, et comme j'en parlais mardi. De base, je voulais le faire mardi, mais je me suis dit autant attendre un petit peu les chiffres du CPI. Alors, l'inflation baisse, ce qui est plutôt positif. Maintenant, il y a d'autres data que l'inflation à regarder, et c'est ce qui fait un petit peu la force de l'économie américaine. Et la première chose qu'on va regarder, c'est le PIB. Ok. Donc là, c'est le PIB américain. Hop, non, pas annuel. On va regarder trimestriel. Hop, c'est ça qui est important de regarder. United States. Et on voit par exemple que ici, depuis 2023, il y a eu un regain au niveau du PIB, mais on voit que là, on est en train de rebaisser un petit peu. Ok. Bon, le PIB reste quand même
assez fort. On va pas dire que le PIB est faible, on est toujours dans un PIB qui est croissant, mais je pense que c'est ce qui a boosté ce PIB là pendant cette année 2023 et probablement 2024, c'est toute la masse monétaire qui a été imprimée de 2020-2021 et que du coup, ça a encore un effet à retardement dans l'économie, ça se dilue encore, mais que vu que là les taux sont très élevés, la Fed va probablement pas pouvoir réimprimer de l'argent de sitôt. Alors là, ils ont lancé un programme de rachat de bonds, etc. Mais ça va être pour acheter des bonds, ça va pas être pour stimuler l'économie, comme c'était le cas en 2020-2021, même jusqu'à début 2022. Donc là, je pense que tout ce stimulus, en fait, il est en train de se calmer et ça ralentit le boost de l'économie. Et ce qu'il faudra surveiller, c'est le PIB. Ici, on voit que le PIB, il est décroissant. On est passé de 4.9, 3.4, 1.4. Il y a un rebond, mais la question c'est après, est-ce que ce PIB va repartir en flèche? Je pense pas. Au vu des taux qui sont restés élevés pendant très longtemps, au vu des sociétés qui commencent à plafonner, si vous regardez les Google, Amazon, machin, à part Nvidia qui a tout explosé en termes de chiffres, mais si vous regardez les autres grosses sociétés, on commence à plafonner en termes de revenus, etc. Je pense que le PIB américain est en train d'atteindre un petit peu là un plancher et qu'il va devoir ralentir un petit peu, ce qui pourrait du coup nous ramener dans une récession éventuellement. Également, la courbe des taux est inversée depuis 20 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque courbe des taux inversée, la récession est arrivée entre 6 à 24 mois. Donc là, on est un petit peu dans le dernier délai de la récession pourrait pointer le bas comment dirais-je, pourrait pointer le bout de son nez, je vais y arriver. Alors, il y a tout l'argent qui a été imprimé, bien sûr, qui fait encore effet sur l'économie, mais on commence à sentir que ça fait de moins en moins effet et ça n'en fera plus en fait à un moment donné. Et je pense que c'est à ce moment-là où le PIB justement pourra chuter. Et il n'y a pas que le PIB à regarder. Alors bien sûr, on se base beaucoup sur le PIB, mais il y a surtout le NFP, Non-Farm Payrolls ici. Et quand vous regardez, donc ça c'est la création d'emplois. Et ce qu'on voit actuellement au niveau de la création d'emplois, c'est que c'est en train de baisser ici. Et si je vous mets sur les 3 dernières années, donc on va prendre 2021 ici, on voit clairement que le NFP est en train de chuter. C'est-à-dire que on crée moins d'emplois. Et donc si on crée moins d'emplois, techniquement le marché de l'emploi va diminuer tout simplement. C'est ce qui fait que le chômage peut augmenter. Et donc ici, alors c'est pas nécessairement dire que le chômage va augmenter, mais c'est y est très corrélé. Et après, on ira voir justement que le chômage est en train d'augmenter. Mais là, vous voyez, les chiffres du NFP sont clairement dans une tendance baissière ici. On crée de moins en moins d'emplois. Donc ça aussi, également, ça aura un impact sur l'économie. Si vous avez une économie dans laquelle on va créer moins d'emplois, il y aura plus de gens au chômage, automatiquement, votre PIB va moins croître. Et là, on voit déjà qu'il y a des répercussions sur le PIB. Alors, malgré tout ce qu'on a imprimé, que ça a stimulé l'économie, etc., là, on voit que ça a fait un petit peu moins son effet. Et une fois que tout ça ne fera plus effet du tout, je pense que là, la récession va vite pointer le bout de son nez, très très probablement. Moi, personnellement, je pense qu'il y aura une récession, au vu de l'inversion de la courbe des taux, etc. J'ai pas oublié le prank que des Russes ont fait à Powell en l'appelant, en se faisant passer pour Zelensky, et Powell au téléphone lui a dit oui, t'inquiète pas, la récession va permettre de faire baisser l'inflation, machin. Je pense que eux, ils le savent déjà qu'il y aura une récession, Faut pas se leurrer. Les banques centrales déclenchent ce genre de récession, ça les arrange, ça leur permet de baisser les taux et de restimuler l'économie par la suite. Et du coup, quand on regarde ici le taux de chômage, alors aux États-Unis, on voit que le taux de chômage est en train ici de réaugmenter. Alors c'est pas non plus dramatique, là on peut se dire oh là là, c'est dramatique, non, vous voyez, mais ça réaugmente doucement. Et là on voit qu'on serait peut-être sur le début d'une nouvelle hausse de chômage. Et donc ce serait corrélé avec un PIB qui recule, des entreprises qui peuvent avoir de plus en plus de mal à emprunter, à essayer de faire croître leur entreprise parce que les taux sont très élevés, donc c'est compliqué d'emprunter de l'argent et de développer des business. Également, on crée moins d'emplois, donc ça s'explique aussi par ça, et donc automatiquement le chômage devrait continuer d'augmenter tant qu'on va pas créer plus d'emplois. Donc là, vous voyez, et là vraiment ça commence à augmenter, et c'est ça qui préoccupe les marchés, de voir là que le chômage est vraiment en train d'augmenter et que ça, je pense pas que ce soit fini, et je pense que là on est en train de quitter cette phase plate et qu'on va voir le chômage augmenter parce que le NFP justement diminue et qu'on crée de moins en moins d'emplois. Donc, comme je l'ai déjà dit, la récession va probablement se voir avant, mais une fois que ce sera acté dans les chiffres et que les médias en parleront, et ça j'en parle depuis très très longtemps, c'est probablement à ce moment-là on aura une accélération baissière des marchés, et c'est à ce moment-là on se rapproche du bottom. Quand ça va être couvert médiatiquement, la récession, ce sera probablement à ce moment-là que les prix vont accélérer en termes de volatilité, et qu'on se rapproche d'un bottom dans le temps. Alors pas forcément au niveau du prix, mais dans le temps, oui. Par exemple, je donne un exemple bidon, octobre 2024, la récession commence à se voir dans les chiffres, les médias commencent à en parler et commencent à être alarmistes.
peut-être que le bottom sera en décembre 2024, vous voyez ce que je veux dire? Alors en termes de prix, peut-être que le Nasdaq il sera à 16 000 points en octobre et en décembre il sera à 13 500 points par exemple, et puis on bottomera à 13 500 points. Et les gens seront plutôt dans une phase pessimiste, etc. Parce que les mois qui suivront, probablement les médias continueront de parler de la récession, machin, de oh là là, telle entreprise a fait faillite, c'est la catastrophe et tout. Et donc les gens n'auront pas cette volonté probablement d'investir, mais ce sera probablement à ce moment-là où ce sera le meilleur moment de se positionner. Et ça pourrait avoir un impact sur les cryptos. Éventuellement, car on voit que tout ce qui touche un petit peu l'économie américaine, ça impacte les cryptos, car les cryptos sont considérés comme des assets à risque au sein d'un portefeuille institutionnel. On le voit, mais dès qu'il y a une chute des marchés américains, généralement le Bitcoin chute également, parce que les portefeuilles sont corrélés. Quand tu es un algorithme et que tu reçois l'information de dérisquer dans les assets à risque, bah, tout ce que tu as en risque, tu vas le vendre en fait, tout simplement. Donc, que ce soit Bitcoin, ETF Ethereum, que ce soit peu importe, des indices, des actions, etc., tu vas vendre une partie de ces tokens-là. Et donc, c'est ce qui va créer de la pression vendeuse sur le marché. Et donc, pour moi, la récession a de grandes chances d'arriver maintenant. Le fait qu'on nous dise que non, ça ira pas, etc., bon, je pense qu'on s'est foutu un petit peu de notre gueule. Et il suffit de regarder la courbe des taux. Quand la courbe des taux est inversée comme ça, on a vu qu'en 2000, bah, c'était notre sommet. Courbe des taux inversée ici en 2007, c'était notre sommet. Alors oui, il y a eu des crises. Alors est-ce que là, il y aura une crise? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura un pricing éventuellement de cette récession. Et là, il faut savoir que la courbe des taux est quand même inversée depuis pas mal de temps. Là, on prend cette courbe des taux, elle commence à être inversée depuis à peu près octobre 2022. Donc là, ça commence à faire pas mal de temps. Et c'est ce qui invitera à penser à faire attention. Et ça, c'est pas du tout une courbe des taux saine pour investir. Parce qu'il faut savoir qu'une courbe des taux comme ça plafonne drastiquement la profitabilité des banques. Parce que les banques, ici, le taux court terme, le taux pour emprunter à la Fed, il est à 5,25, 5,50. Mais regardez, les taux long terme, ils sont plus bas que le taux auquel on emprunte à la Fed. Ce qui fait qu'en fait, après, bien sûr, la banque va toujours s'arranger pour vous prêter de l'argent plus cher que ce qu'elle emprunte à la Fed. Mais l'intérêt au niveau de la banque, il n'est pas en sa faveur. Les banques, elles adorent prêter aux clients quand la courbe, elle ressemble à ça. Quand eux, ils peuvent emprunter à la Fed à 0 et prêter aux clients à 2-3%. Là, c'est intéressant pour eux. Mais là, ils sont vraiment pas dans un environnement où c'est intéressant pour eux de prêter de l'argent. Et donc, quand il n'y a pas d'emprunt d'argent, vu que notre économie est basée exclusivement sur de la dette, bah, c'est ce qui fait que l'économie ralentit. Et c'est ce qui fait que pour les banques, c'est compliqué justement de financer des business, de faire des investissements, de financer des particuliers tout simplement. Et donc, si les particuliers ont du mal à faire tourner l'économie, bon bah automatiquement l'économie elle ralentit. C'est pour ça qu'ensuite on baisse les taux pour restimuler l'économie. Là j'ai l'impression qu'on tire, mais qu'on est probablement en train d'arriver au bout de la corde et que la corde à un moment donné elle va lâcher en fait tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de data économiques qui nous indiquent que bon une récession n'est pas à exclure probablement. Et du coup ça va impacter les marchés le jour où tout le monde parlera de cette récession, c'est à ce moment-là qu'on se rapproche du bottom, parce que dans les chiffres, en fait, ça va se voir avant. Et je pense que là, cette phase de dump ici du Nasdaq, etc., bah, c'est probablement corrélé à ce qu'on voit ici au niveau des chiffres. Alors là, c'est pas mal en train de remonter, mais je serais pas étonné, par exemple, que le prix là, il nous fasse quelque chose comme ça, et que on se mette à parler de la récession que si on fait un nouveau plus bas, par exemple, que là, le narratif récession reprenne, mais que le marché soit déjà en train de pricer le fait qu'il y ait une récession, et quand tout le monde en parlera, imaginons ici, bon bah c'est à ce moment-là où ça peut accélérer un bon coup, et le bottom sera probablement en train de se marquer ici, vous voyez. Et là, les médias parleront que de récession, de fin du monde, alors que le marché probablement sera en train de préparer son prochain bottom pour repartir en rallye, car on sait qu'après une récession, il y a ce qu'on appelle un stimulus. La Fed va rebaisser les taux et va essayer de redynamiser les marchés. Voilà, c'était un petit peu le petit point macro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai répondre demain si jamais. Et du coup, pour revenir sur Polkadot. Alors, Polkadot, première chose que je fais, je passe ici en annuel et on va identifier les points d'intérêt ici. Alors, on voit que le marché est venu chasser quel niveau? Le plus haut de 2023, ici. On regarde la réaction du prix. Hop, le plus haut de 2023 était ici. Regardez-moi ça, chasse du plus haut de 2023 en 2024, bam, réjection, reprise d'un mouvement baissier, des imbalances baissières qui sont respectés, le marché continue de chuter. Ok, quel est le futur point d'intérêt? Il est très simple. Alors là, c'est le prix du listing, donc on peut pas prendre ça en considération. Mais le dernier prix qui pour moi a été traité, on va dire réellement, alors il y en a deux. Il y a ici 3,53$ et je pense qu'on va aller sous les 3,53$. Et il y a également ce prix ici à 2,60$. Je pense également que 2,60$ va être chassé. Parce que là, en fait, ça correspond au plus bas de 2020 et le marché, en fait, là, est motivé pour aller chasser déjà quoi? Le plus bas de 2023.
Quand vous mettez le prix comme ça, on voit qu'il y a une zone de stop, mais tellement flagrante, pour moi, c'est impossible de pas y aller. Donc ici, 3,53 $. Et au vu de la dynamique, j'ai bel et bien l'impression on va aller s'occuper de cette zone d'inefficience ici, là. Vous voyez, là, il y a de l'imbalance. Hop, le marché a déjà travaillé un petit peu, mais je pense que cette zone va être comblée entièrement, donc 3,09 $. Et je serais pas étonné qu'on en profite pour sauter le plus bas de 2020, ici, à 2,60 $. Donc je pense que DOT est motivé pour y aller. Honnêtement, pour l'instant, je vois aucun signal de bottom. Ce que je vois au contraire, c'est un marché qui, on a profité pour aller sortir tous les vendeurs, ici. Vous voyez comment c'est précis, mais c'est pas anodin que le prix se soit reverse ici, hein. Là, c'était le dernier sommet qui couvrait cette jambe d'impulsion baissière avec de l'imbalance. On est venu prendre cette zone de buy stop et ensuite, là, on a un reversal. Et donc, je pense que le marché est motivé maintenant pour aller chercher des sell stop et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, 3,50 pour moi, je dirais qu'il y a 90% de proba d'y aller maintenant. 2,60, je dirais qu'il y a un bon 70% d'y aller en termes de probabilité. En tout cas, la dynamique ici est toujours baissière. Le marché répond toujours aux inefficiences baissières, ne répond plus aux inefficiences haussières. Il suffit de regarder ici, hein. Voilà, là, je vois de l'imbalance directement. Hop, on y est venu, rejet, ok. Ensuite, ici, alors là, il n'y a rien. Là, on a une petite, là, pareil, on fait toujours des imbalances baissières qu'on reviendra travailler, mais on voit que les imbalances haussières ne permettent plus au prix de se maintenir. On a cassé cette inefficience haussière, et le prix, il est en train tout simplement d'aller bosser tout ce qu'il n'a pas bossé. Donc là, c'était la dernière zone d'inefficience dans laquelle on est venu. Il y a une grosse mèche qui va probablement être retravaillée également, mais en tout cas, on voit des réjections, mais c'est pas suffisant pour reverse le prix ici, hein. Le prix, pour moi, est toujours motivé pour aller chercher plus bas. Et là, ce sera le plus bas de 2023, donc sous les 3,56 $ à peu près. On n'y est pas venu, même sur cette grosse chute du Bitcoin à 49, donc je pense qu'on va y aller sur DOT. Et ensuite, je serais pas étonné qu'on essaye de s'attaquer au niveau que je vous ai indiqué, les 2,60, ça sera l'objectif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que DOT, c'est toujours un actif qui est dans un marché baissier, ok. Maintenant, en termes de points d'intérêt, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que le bottom aura été trouvé, qu'il y aura un changement dans la livraison du prix, quand le prix va essayer d'aller rechercher des zones de buy stop et plus des zones de sell stop, en fait, que le prix va remonter tout simplement. Son prochain point d'intérêt majeur, ce sera les 11,88 $. Donc au prochain bull run, hein, si on a un bull run, et je pense qu'on en aura un, je pense que l'objectif de DOT, ce sera d'aller taper au moins les 12 $ pour chasser le plus haut de 2024. Mais ça sera pas avant 2025 probablement. Donc le plan, c'est quoi? C'est on chasse le plus bas de 2023, hop, voir le plus bas de 2020, hop. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a chassé le plus bas de 2020, donc au niveau des 2,60 à peu près, là, l'objectif, ce serait éventuellement en 2025 de ramener le prix sur le plus haut de 2024. Et du coup, les 12 $. Maintenant, est-ce que c'est un risque à prendre? Bon, si vous estimez que DOT, c'est encore un bon projet, que ça peut performer, franchement, 2,60 et 3,40, c'est 3,53, c'est des prix qui sont bons à l'achat pour prendre un petit risque spot et pour essayer de reprogrammer une vente autour des 12 $ concernant un prix de vente en 2025. S'il y a de l'acceptation au niveau de ce prix, bon, bah, après, on pourrait essayer d'aller rebosser ce qu'on a laissé traîner au nord, hein. Alors ça a déjà été retravaillé, ça aussi, ouais, il y aurait ici une zone à rebosser à un moment donné, peut-être dans les 31, 32 $. Sur un gros bull run, bon, ce serait éventuellement pas impossible. Après, DOT, moi, honnêtement, je le trouve très faible. Et oui, bah, Bitcoin est encore à 60 000 $ à peu près, là, on va dire 58 000. DOT, il est à 4,41 $. Donc, on voit que contre Bitcoin, il se fait éclater, hein. Ça, c'est DOT contre BTC. Votre argent est beaucoup mieux placé sur Bitcoin que sur Polkadot. Ça, c'est un truc que je vous invite à regarder, mais regardez vos altcoins contre Bitcoin. Si elles sont dégueulasses comme ça, vaut mieux se positionner sur BTC. Vous ferez bien plus de gains sur BTC que sur DOT. Là, on voit que tous ceux qui ont investi sur DOT, bon, bah, tous ceux qui n'ont pas vendu sur ce pump de 2024, là, sont revenus en perte ici, hein. Et on voit que contre Bitcoin, malheureusement, c'est catastrophique. Et là, il n'y a aucun signal de retournement face au Bitcoin. Donc, quitte à investir entre DOT et Bitcoin, autant aller sur Bitcoin, ou autant comparer ça avec un Solana, par exemple, hein. Là, si on compare DOT et Solana, il n'y a pas photo. Je préfère largement aller m'exposer sur Solana que sur Polkadot. Si je vous inverse les charts, hein, pour ceux qui ont du mal, là, on va comparer la force de Solana face au DOT. Regardez-moi ça. Ici. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut acheter absolument du Solana maintenant, mais en fait, ça, c'est un bon indicateur. Regardez la force de l'actif versus un autre actif si vous hésitez entre deux assets. Par exemple, je sais pas, on prend DOT et EGLD, ok? Deux actifs qui sont très faibles en ce moment. Actuellement, ben, on voit quand même que DOT a été plus fort que EGLD, ok? Donc, en théorie, DOT, c'était mieux que EGLD comme investissement. Mais ça reste, néanmoins, ça reste faible. Et Bitcoin les a littéralement surperformé les deux. Donc ouais, pour moi, pas se prendre la tête, autant aller directement sur du Bitcoin et pas
aller sur du dot. Si vous savez pas revendre au bon moment, après honnêtement, je pense que là en 2025, on ira taguer les 12. Après, je sais pas si on peut aller bien plus haut, mais voilà, on a acheté autour des 3,40, 2,60 petites pièces pour revendre ça autour des $12 juste pour d'un point de vue technique, ça me semble être cohérent. Après, pour les objectifs haussiers, encore une fois, est-ce qu'un jour on ira revisiter un ATH? J'en sais rien. Si un jour on revisite un ATH, à la limite, les objectifs, ça serait dans les 86, $106. Mais là, je pense qu'on est très loin d'y aller. Et voilà, donc ça me semble compliqué honnêtement d'aller revisiter pour l'instant bien plus haut. Déjà, si on revient à $12 en 2025, c'est déjà pas mal. Entre 12 et 14, ce sera déjà un bon objectif. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, tous les liens utiles concernant mon contenu. Cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page, vous avez tout. Vous avez le BitGet, vous avez le copy trading, vous avez la formation gratuite, vous avez le Discord, vous avez le VIP, vous avez l'école, enfin, vous avez des indicateurs que j'utilise, enfin, il y a absolument tout sur ce lien. Vous êtes souvent nombreux à me demander des indicateurs, comment tu fais les bougies vectorielles, etc. C'est juste ici, indicateur TradingView. Si jamais, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, et également avoir un accès au Discord pour pouvoir échanger avec moi-même, les professeurs, les élèves avancés qui seront là pour vous aider, répondre à vos questions, être bien entourés pour bien progresser. Ça se passe dans l'école également, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui ont des réductions, on a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Vous avez tout ce qui est inscrit ici dans l'école. Vous avez les avis des élèves également si vous souhaitez les consulter. N'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici. On se retrouve demain et normalement vendredi après-midi, il y aura le tuto sur BitGet pour le hedge et les futurs, comment calculer son risque, bien utiliser le levier, etc., etc. À demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.